Après mon accident, mes parents ont refusé de venir. Papa a texté, ça peut pas attendre? On est occupé. J'ai appelé mon grand-père. 3 semaines plus tard, j'avais des dossiers. La première chose dont je me souviens, ce n'est pas la douleur. C'est le son. Le bip, bip, bip régulier et agaçant d'un moniteur cardiaque. Puis le froid. Un froid stérile, chimique, qui vous glace les os. Je m'appelle Léonie. J'ai 25 ans. Ou du moins, je crois. Je suis assistante juridique à Lyon. J'essaie d'ouvrir les yeux. La lumière est blanche, aveuglante. Mademoiselle Léonie? Vous m'entendez? Une voix masculine. Un médecin. J'essaie de hocher la tête. Une douleur fulgurante me transperce le côté gauche, de la hanche à l'épaule. Vous avez eu un grave accident. Vous êtes à l'hôpital de la Croix-Rousse. Vous avez un fémur cassé, plusieurs côtes, et une hémorragie interne. Nous devons vous opérer. Maintenant. L'hémorragie interne. Le mot résonne. Urgence. Mais le médecin, le docteur Durand, a l'air tendu. Le problème, dit-il en regardant son dossier, c'est que vous avez un antécédent. Une réaction rare à l'anesthésie standard. Nous devons utiliser un protocole alternatif. Il est tout aussi sûr, mais la procédure de l'hôpital exige le consentement éclairé d'un membre de la famille proche. La famille. Bien sûr. Je suis une adulte de 25 ans, mais des règles sont des règles. Mes parents, je murmure. Ma gorge est sèche. Gérard et Martine. L'infirmière me tend mon téléphone. Mes mains tremblent. Je compose le numéro de ma mère. Messagerie. J'essaie mon père. Messagerie. Bien sûr. Ils sont le couple en or de l'immobilier à Tassin-la-Demi-Lune. C'est le printemps. La haute saison. Je laisse un message vocal. Maman, papa, c'est Léonie. J'ai eu un accident. Je suis à la Croix-Rousse. Les médecins ont besoin de votre signature pour une opération. 1 heure passe. Le docteur Durand revient. Alors? Je secoue la tête, la honte me montant aux joues. La douleur, elle, s'intensifie. Je ne comprends pas, dis-je, plus pour moi-même que pour lui. Puis, mon téléphone vibre sur la table de nuit. Un soulagement immense m'envahit. Ils ont vu. Ils appellent. Non. Ce n'est pas un appel. C'est un SMS. De papa. Mon cœur s'arrête une seconde. Je l'ouvre. 4 mots. 4 mots qui ont fait basculer ma vie. Ça peut pas attendre? On est occupé. Je relis. Encore. Et encore. On est occupé. L'infirmière, une jeune femme douce nommée Manon, voit mon visage se décomposer. Tout va bien? Je n'arrive pas à parler. Je lui tends le téléphone. Elle lit le message. Ses yeux s'écarquillent. Elle n'a pas le temps de masquer son choc. Mais, ils ne comprennent pas, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas comprendre. Mon cerveau, cet imbécile loyal, cherche déjà des excuses. Ils pensent que c'est une jambe cassée. Ils ne savent pas pour l'hémorragie. Je puise dans mes dernières forces. Je tape une réponse. C'est une urgence. Hémorragie interne. Ils ont besoin de la signature. S'il vous plaît. La réponse arrive en moins d'1 minute. Cette fois, je suis terrifiée. On a des clients toute la journée. Ta mère dit de prendre ce qu'il recommande. On passera ce week-end. Ce week-end. L'opération est pour dans 1 heure. Je lâche le téléphone comme s'il me brûlait. Et je fonds en larmes. Des larmes chaudes de douleur, de peur, et d'une humiliation si profonde qu'elle me coupe le souffle. Il y a quelqu'un d'autre? Demande doucement l'infirmière Manon. Une image m'est venue. Un visage ridé, des yeux bienveillants. Oui, je sanglote. Mon grand-père. Papy Bastien. Elle compose le numéro pour moi. Il décroche à la première sonnerie. Léonie? Qu'est-ce qui ne va pas? Papy?
Je pleure, je suis à l'hôpital. J'ai besoin de toi. J'arrive. Il a raccroché. J'ignorais alors que ce simple SMS de mon père n'était pas une erreur, pas une incompréhension. C'était un avertissement. C'était la vérité nue. Et ce n'était que le tout début d'une trahison bien plus sombre. Avant de vous raconter comment j'en suis arrivé là, et ce qui s'est passé 3 semaines plus tard quand je suis revenu avec ces dossiers, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-le moi dans les commentaires. De quelle ville, de quel pays? Quelle heure est-il chez vous? J'ai l'impression qu'on va passer un moment ensemble, alors autant faire connaissance. Et si vous aimez les histoires de famille, disons, compliquées, abonnez-vous. Vous ne voudrez pas manquer la suite. Pour comprendre ce SMS, vous devez comprendre Tassin-la-Demi-Lune. C'est là que j'ai grandi, dans cette banlieue chic de Lyon. Une belle maison d'architecte, une pelouse impeccable, la BMW de papa dans l'allée. L'image parfaite. Gérard et Martine. Mes parents. Pour le reste du monde, ils étaient le power couple de l'immobilier lyonnais. Partis de rien, ils avaient bâti un empire. Ils étaient respectés, admirés. Et j'ai passé les 25 premières années de ma vie à être la gardienne de cette illusion. Le problème, ce n'était pas la négligence. C'était la justification. Quand ils ont manqué mon tout premier récital de piano à 8 ans, ce n'était pas de leur faute. Maman et papa doivent signer un contrat très important, Léonie, m'avait expliqué ma mère. C'est ce contrat qui pète les leçons de piano. Comment argumenter contre ça? Quand ils sont arrivés avec 2 heures de retard à ma fête d'anniversaire pour mes 10 ans, m'obligeant à accueillir mes propres invités, ce n'était pas par désintérêt. Le client était sur le point de signer, avait dit mon père en m'ébouriffant les cheveux, me tendant un cadeau hors de prix en guise d'excuse. Le business avant tout, Léonie. C'est ce qui mettra un toit sur ta tête et te paiera des études. J'ai grandi avec ce mantra. Le business avant tout. Et moi, comme une idiote, j'étais leur plus grande avocate. J'étais celle qui expliquait à mes professeurs pourquoi mes parents ne pouvaient pas venir aux réunions. Ils travaillent très dur, vous savez. Pour mon avenir. J'étais celle qui minimisait ma propre déception. Quand j'ai eu mon bac avec mention, ils ont jeté un coup d'œil distrait à mes notes avant de prendre un appel urgent de Cannes. J'ai passé mon enfance à être une note de bas de page dans leur emploi du temps surchargé. Je me souviens d'une dispute, quand j'avais 16 ans. J'avais enfin osé leur reprocher de n'être jamais là. Mon père n'avait pas crié. Il avait l'air déçu. Léonie, tout ce que nous faisons, c'est pour toi. Pour que tu n'aies pas à te battre comme nous l'avons fait. Quand tu seras plus grande, tu comprendras ce que signifie le sens des responsabilités. L'immobilier, ce n'est pas un jeu. C'est un combat. Et comme toujours, je me suis sentie coupable. Coupable d'être égoïste. Coupable de ne pas apprécier leur sacrifice. Leur image était tout. Ils donnaient aux bonnes œuvres, sponsorisaient l'équipe de foot locale. Leurs photos étaient dans le journal local, souriant, remettant un chèque. Gérard et Martine, les piliers de la communauté. Mais à la maison, le silence était assourdissant. Les dîners se prenaient au micro-ondes, seuls. Les bulletins de notes restaient sur la table de la cuisine, non signés. Je n'étais pas malheureuse. Je n'étais tout simplement rien. Une réflexion secondaire. Une partie de l'illusion. La fille parfaite du couple parfait. Et j'ai joué ce rôle à la perfection. J'ai cru à leurs mensonges. J'ai cru qu'ils m'aimaient, à leur manière occupée. Jusqu'à ce qu'une voiture grille un feu rouge sur le quai de Saône. Jusqu'à ce qu'un médecin me dise que j'ai une hémorragie interne. Ce que je ne savais pas, c'est que cette façade méticuleusement entretenue à Tassin n'était pas seulement froide. Elle était creuse. Et elle était sur le point de s'effondrer. Heureusement, il y avait Papy Bastien. Si mes parents étaient le froid calculateur de l'immobilier lyonnais, Papy Bastien était la chaleur rustique du Beaujolais. Il vivait à Villefranche-sur-Saône, à environ 35 km au nord de Lyon. C'est le père de mon père, Gérard. Et il est tout ce que mon père n'est pas. Patient. Présent. Sincère. Après la mort de ma grand-mère, quand j'avais 7 ans, Papy Bastien a reporté tout son amour sur moi.
Il était ma bouée de sauvetage. Je me souviens de ma remise de diplôme du collège. J'avais 15 ans. J'avais travaillé si dur. J'étais major de ma promotion. J'avais même un petit discours à faire. 2 jours avant, mes parents m'ont annoncé la nouvelle. Chérie, on est tellement désolé, mais on a ce salon de l'immobilier de prestige à Cannes. On ne peut vraiment pas le manquer. C'est crucial pour le business. J'ai fait ce que je faisais toujours. J'ai souri. Pas de problème. Je comprends. Le business avant tout. Mon père m'a tapoté la tête. C'est ma fille. Le jour J, j'étais dans la cour de l'école, cherchant un visage familier dans la foule. Et je l'ai vu. Papy Bastien. 74 ans. Il avait pris le train tôt le matin. Il tenait un énorme bouquet de pivoine, mes fleurs préférées. Il m'a serré dans ses bras. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, ma puce. Après la cérémonie, alors que mes amis partaient avec leurs parents, papy m'a emmené dans un petit bouchon lyonnais, un de ces vieux restaurants traditionnels. Pas un endroit chic. Pas un endroit instagrammable. Juste de la bonne nourriture. Et il m'a écouté. Il ne m'a pas posé de questions sur mes notes. Il m'a posé des questions sur moi. Sur le livre que je lisais. Sur ce garçon qui m'énervait. Sur mes rêves. Il était la seule personne dans ma vie qui ne me demandait pas ce que je faisais, mais comment je me sentais. Quand j'ai eu mon bac, il m'a offert une vieille montre de sa femme, ma grand-mère. Elle aurait voulu que tu l'aies, m'a-t-il dit. Mes parents m'ont offert une enveloppe avec un chèque. Pour tes dépenses à l'université. Papy Bastien avait une relation compliquée avec mon père. Gérard était son fils unique. Quand je posais des questions sur l'enfance de mon père, papy devenait toujours un peu triste. Ton père, disait-il en secouant la tête, il a toujours voulu plus. Il a toujours voulu prouver quelque chose. Je ne suis juste pas sûre de savoir à qui. À l'époque, je ne comprenais pas. Je voyais juste un grand-père aimant et un fils distant. Cette tristesse dans ses yeux, je la prenais pour de la pitié pour moi, pour la façon dont mes parents me traitaient. Je me trompais. Ce n'était pas de la pitié. C'était de la culpabilité. Et j'allais bientôt comprendre pourquoi. Mais cette nuit-là, à l'hôpital de la Croix-Rousse, tout ce que je savais, c'est que la seule personne qui comptait était en route. Mes parents voulaient que je fasse du commerce. Rejoins l'entreprise, Léonie. C'est tout tracé. Mais j'avais besoin de leur respect, pas de leur pitié. Alors j'ai choisi le droit. J'ai pensé que s'ils me voyaient en robe d'avocate, ils me prendraient enfin au sérieux. Je n'ai pas eu les moyens de devenir avocate. J'ai terminé mes études à l'université Lyon 3 et je suis devenue assistante juridique. Un travail respectable, dans un petit cabinet réputé. Le jour où j'ai annoncé ma nouvelle à mes parents, mon père, Gérard, a ri. Littéralement. Assistante juridique, il a dit, en sirotant son verre de vin. C'est mignon. Combien ça paie, ces bêtises-là? Le SMIC? Écoute, l'immobilier, c'est le vrai business. Quand tu seras fatigué de jouer à la secrétaire, viens me voir. J'ai souri. J'ai serré les dents. Ça me plaît, papa. C'est un travail honorable. Honorable, il a répété. L'honneur, ça ne paie pas les factures, Léonie. J'ai utilisé mes maigres économies pour louer un petit appartement à Vieux-Lyon. Le quartier historique. Magnifique, mais vieux. Mon appartement était au 3e étage. Sans ascenseur. C'était une métaphore parfaite pour ma vie, un effort constant pour atteindre quelque chose. J'ai passé des week-ends à le retaper, à peindre les murs. Quand j'ai fièrement envoyé une photo à ma mère, Martine, de mon salon enfin terminé, elle m'a répondu par un seul emoji. Le pouce levé. Ce vide. Ce manque total d'intérêt. C'était presque pire que la critique ouverte de mon père. Mais j'étais indépendante. C'est ce que je me disais. J'avais mon travail, mon appartement, ma vieille Clio que j'avais achetée d'occasion. Je n'avais pas choisi le droit par passion. Je l'avoue maintenant. J'avais choisi le droit pour impressionner mon père. Pour lui montrer que j'étais intelligente, que je comprenais les choses sérieuses.
Ironiquement, c'est ma formation juridique qui allait me donner les outils pour me défendre. Mais pas de la manière dont je l'imaginais. Quelques semaines avant l'accident, j'ai eu une petite promotion. Une augmentation. Rien d'énorme, mais c'était une victoire. J'ai appelé mes parents pour leur dire. C'est bien, chérie, m'a dit ma mère, d'une voix distraite. Écoute, je suis en double appel avec un client de Dubaï. Je te rappelle. Elle n'a jamais rappelé. J'en ai parlé à Papy Bastien. Le week-end suivant, il est arrivé chez moi avec une bouteille de crément de Bourgogne et 2 verres. On fête ça, a-t-il dit. Nous nous sommes assis sur mon petit balcon qui donnait sur les toits de Vieux-Lyon. À ton indépendance, Léonie, a-t-il dit en levant son verre. Tu as construit tout ça toute seule. Je suis fière de toi. J'ai pleuré un peu. Il l'a mis sur le compte de l'émotion. Mais la vérité, c'est que j'étais épuisée. Épuisée d'essayer d'obtenir la validation de 2 personnes qui ne la donneraient jamais. Je ne savais pas que cette indépendance, que je célébrais avec Papy, était la chose même qu'ils allaient essayer de me voler. Et que mon appartement au 3e étage sans ascenseur allait devenir une pièce maîtresse de leur plan. C'était un 15 avril. Le genre de soirée lyonnaise où la pluie ne tombe pas, elle vous attaque. Une pluie froide, battante, qui transforme la Saône en un miroir d'encre en colère. J'avais quitté le cabinet tard. Un dossier urgent pour Maître Dubois. À 20h30, j'étais enfin dans ma Clio, le chauffage à fond, impatiente de retrouver mon petit nid à Vieux-Lyon. Le chemin le plus rapide était de passer par le tunnel de Fourvière. Ceux qui connaissent Lyon savent. On l'appelle le tunnel sous la colline qui prie. Mais ce soir-là, il n'y avait rien de divin. Le trafic était dense, mais fluide. J'écoutais la radio, une chanson pop stupide. J'étais fatiguée. J'ai baissé les yeux une seconde pour régler la ventilation. Quand j'ai relevé les yeux, tout s'est passé au ralenti. Des phares. Mais pas des feux arrière rouges devant moi. Des phares blancs. En face. Ils n'étaient pas dans leur voie. Ils étaient dans la mienne. Une camionnette de livraison. Le conducteur avait dû s'endormir, ou pire. Plus tard, j'ai appris qu'il était ivre. Le rapport de police a indiqué qu'il n'y avait aucune trace de freinage. Je n'ai même pas eu le temps de crier. J'ai juste eu le temps de penser, non. J'ai instinctivement tourné le volant. Un geste inutile. Le choc. Ce n'est pas comme dans les films. Il n'y a pas d'explosion. Il y a juste un son. Un son horrible. Le son de 2 tonnes de métal qui se déchirent. Le verre de mon pare-brise a explosé vers l'intérieur. Le blanc de l'airbag s'est déployé avec une force de canon, me frappant le visage, me coupant le souffle. L'odeur de poudre, de plastique brûlé. Puis ma voiture a été projetée, elle a tournoyé et s'est écrasée contre la paroi en béton du tunnel. Et puis, le silence. Un silence assourdissant. Sauf pour le tic, tic, tic d'un moteur qui refroidit. Et la pluie, qui entrait maintenant par le trou béant de mon pare-brise. J'ai regardé ma jambe gauche. Elle n'était pas dans le bon sens. Je n'ai pas ressenti de douleur. Pas encore. Juste une curiosité détachée. Tiens, j'ai pensé, ce n'est pas normal. Puis la douleur est arrivée. Une vague brûlante, qui a commencé dans ma jambe et a irradié dans tout mon corps. J'ai dû m'évanouir. Je me suis réveillée à l'hôpital de la Croix-Rousse. Le docteur Durand se penchait sur moi. Mademoiselle Léonie. Vous êtes une miraculée. Il m'a expliqué. L'autre conducteur n'a pas survécu. Il était ivre, sans assurance. J'étais la seule survivante de la collision. Fémur gauche en morceaux. 3 côtes cassées. Commotion cérébrale. Et le pire, nous avons détecté une hémorragie interne au niveau de la rate. Nous devons vous opérer immédiatement. Opérer. Immédiatement. D'accord, j'ai réussi à articuler. C'est là qu'il a froncé les sourcils. Il y a juste un détail. Votre dossier médical indique une réaction allergique rare à un anesthésiant standard. Nous devons utiliser un protocole différent. C'est routinier, mais la politique de l'hôpital est stricte.
Il nous faut le consentement signé d'un membre de la famille proche. J'étais en vie. Mais la vraie catastrophe n'était pas l'accident. C'était le coup de téléphone que je m'apprêtais à passer. La famille proche, répéta le docteur Durand. Vos parents sont-ils prévenus? Je vais les appeler, j'ai dit, ma voix tremblante. C'est à ce moment-là qu'une infirmière s'est approchée. Léonie? Mon Dieu, c'est toi? J'ai plissé les yeux. Sous la charlotte et le masque, j'ai reconnu un visage familier. Manon? C'était ma voisine. Manon, qui vivait au premier étage de mon immeuble à Vieux-Lyon. On se croisait dans l'escalier, on se souriait. Elle était infirmière ici. Je suis dans ce service ce soir, dit-elle, ses yeux pleins d'inquiétude. Laisse-moi t'aider. Elle a pris mon téléphone, a vu que j'avais du mal. Dis-moi les numéros. Elle a appelé ma mère. Messagerie. Mon père. Messagerie. C'est normal, j'ai bafouillé, sentant une honte irrationnelle. Ils sont très occupés. Le printemps. On va laisser un message, dit Manon, d'une voix professionnelle qui masquait à peine son jugement. Elle a dicté le message pour moi, clair, précis. Hémorragie interne. Opération d'urgence. Besoin de consentement immédiat. Puis nous avons attendu. Chaque minute était une torture. La douleur dans ma jambe était devenue secondaire. C'était l'humiliation qui me tuait. Le docteur Durand passait la tête toutes les 10 minutes. Après ce qui m'a semblé être une éternité, mon téléphone a vibré. Ils appellent, j'ai dit, avec un soulagement qui m'a presque fait pleurer. Mais ce n'était pas un appel. C'était un SMS. De papa. Ça peut pas attendre? On est occupé. Je n'ai pas compris. Mon cerveau, embrumé par la douleur, ne pouvait pas traiter l'information. J'ai tendu le téléphone à Manon. Elle l'a lu. Son visage est passé de la compassion professionnelle à l'incrédulité la plus totale. Ils n'ont pas compris, dit-elle. C'est impossible. Elle a pris le téléphone de mes mains. Je réponds. Elle a tapé, c'est l'infirmière de Léonie. Elle a besoin d'une chirurgie vitale dans l'heure qui suit. Hémorragie interne. Veuillez venir. La réponse fut instantanée. On a des clients toute la journée. Ta mère dit de prendre ce qu'il recommande. On passera ce week-end. Manon m'a regardé. Elle n'a pas eu besoin de me lire le message. J'ai vu la réponse dans ses yeux. Ce week-end, j'ai murmuré. Et c'est là que j'ai craqué. Pas des larmes silencieuses. Des sanglots. Des sanglots si violents qu'ils ont fait hurler mes côtes cassées. C'était l'effondrement total. La réalisation que mes propres parents venaient de mettre un prix sur ma vie. Et que ce prix était inférieur à une journée de travail. Léonie, dit Manon, sa voix soudainement dure. Il y a quelqu'un d'autre? N'importe qui. Papy. J'ai sangloté. Papy Bastien. Elle a trouvé le numéro. Elle a appelé. Monsieur Bastien? C'est l'hôpital. Léonie a eu un accident. Elle a besoin de vous. Pause. Il dit « J'arrive, dit Manon. Il est à Villefranche, j'ai pleuré. C'est à 35 kilomètres. Il a dit « J'arrive, répéta Manon. 50 minutes plus tard. 50 minutes pendant lesquelles le docteur Durand me lançait des regards de plus en plus anxieux. La porte de la chambre s'est ouverte à la volée. Papy Bastien. 74 ans. Trempé de la tête aux pieds à cause de la tempête. Essoufflé. Les yeux fous d'inquiétude. Il n'a pas dit un mot. Il m'a vu. Il a vu le docteur Durand. Où est-ce que je signe, a-t-il grogné. Je vous le demande. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi. Que feriez-vous à ma place? Quand les deux personnes qui sont censées vous avoir donné la vie vous la refusent, pour des clients. Qu'est-ce qu'on est censé ressentir à part cette rage froide? Dites-le-moi dans les commentaires. Parce que, honnêtement, j'ai besoin de savoir. Papy a signé les papiers. On m'a emmené au bloc. Mon père était occupé avec des clients. Mon grand-père était occupé à me sauver la vie.
Et ce n'était que le début de leur cruauté. Quand je me suis réveillée, Papy Bastien était là. Il n'avait pas bougé. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans, mais il m'a souri. L'hémorragie est arrêtée, dit-il, sa voix rauque d'émotion. Tu vas t'en sortir, ma puce. Je suis restée 5 jours à l'hôpital de la Croix-Rousse. 5 jours pendant lesquels Papy Bastien n'a pas quitté mon chevet. Il dormait sur ce fauteuil horrible, me lisait les nouvelles, et filtrait les appels. Manon, ma voisine infirmière, passait me voir à chaque début et fin de service. Elle m'apportait des compotes, en trop, de la cantine et me tenait au courant des ragots de l'immeuble. Et mes parents? J'ai reçu un SMS. Le 2e jour. De maman. Heard the surgery went well. We at a real estate show in Cannes. Vital for the business. We'll stop by when we're back in Lyon. Kiss. Elle l'avait écrit en anglais. Elle faisait toujours ça quand elle voulait avoir l'air international et importante. Vital for the business. Vital. Comme ma chirurgie. Puis est venu le jour de la sortie. Le docteur Durand était formel. Léonie, votre fémur est maintenu par des broches. Vous n'avez pas le droit de poser le pied par terre pendant 6 semaines. Et les escaliers, c'est absolument hors de question. Les escaliers. Mon appartement à Vieux-Lyon. Au 3e étage. Sans ascenseur. J'ai regardé Papy. Il a compris avant même que j'ai ouvert la bouche. Elle vient chez moi, dit-il au médecin. Ma maison est de plein pied. Le soir, j'ai appelé mes parents. Ils étaient de retour de Cannes. J'ai mis le haut-parleur pour que Papy entende. Maman? Je sors de l'hôpital demain. Mais, je ne peux pas rentrer chez moi. À cause des escaliers. Silence. Puis j'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan. Quoi encore? Ma mère a repris. Sa voix était mielleuse, fausse. Oh, chérie, c'est compliqué en ce moment. Tu sais, on refait la chambre d'amis pour en faire un bureau, et la maison est pleine de meubles pour le staging d'une propriété à Caluire. On n'a tout simplement pas la place pour un fauteuil roulant. Pas la place. Ce n'est pas grave, j'ai dit, ma voix plate. Papy Bastien a proposé que j'aille chez lui à Villefranche. Oh! Le soulagement dans sa voix était palpable. Mais c'est parfait. Tu vois, tout s'arrange. Papa avait raison, tu t'inquiètes toujours pour rien. Elle a raccroché, me promettant de passer à Villefranche dès qu'ils auraient un moment. Papy m'a regardé. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Son visage disait tout. Le lendemain, alors que Papy préparait la voiture pour me ramener, Manon est venue me dire au revoir. Elle avait l'air étrange. Léonie, dit-elle en baissant la voix, il y a un truc bizarre. Ton père. Gérard, c'est ça? Oui. Il a appelé le poste des infirmières ce matin. Il était furieux. Il a dit qu'il était le père, et il voulait récupérer tes clés d'appartement. Celles que tu as laissées aux admissions. J'ai froncé les sourcils. Mes clés? Pourquoi? Il a dit qu'il devait récupérer des papiers importants pour l'assurance chez toi. La chef de service a refusé, bien sûr. On ne peut les donner qu'à toi ou à ton contact d'urgence désigné, qui est ton grand-père. Il était furieux, a répété Manon. Comme si on lui refusait quelque chose qui lui appartenait. C'était bizarre. Pourquoi mon père avait-il si désespérément besoin d'entrer chez moi? Il n'était pas inquiet pour moi. Il n'avait même pas demandé de mes nouvelles. Il était inquiet pour autre chose. J'ai eu un frisson. Merci de me le dire, Manon. Sur la route de Villefranche, avec Papy au volant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Des papiers. Des papiers d'assurance. Qu'est-ce qui était si urgent? La maison de Papy à Villefranche était un havre de paix. Il m'avait installé dans la chambre d'amis, au rez-de-chaussée, avec vue sur le petit jardin. Il me cuisinait des plats simples, s'assurait que je prenais mes médicaments, et nous regardions de vieux films en noir et blanc. Pendant une semaine, j'ai essayé de ne pas penser à mes parents. J'ai essayé de me concentrer sur ma guérison. Mais j'étais assistante juridique.
Mon cerveau était entraîné à voir les problèmes. Et il y avait des problèmes. Les factures ont commencé à arriver. L'ambulance. Les frais de chirurgie. Le séjour à l'hôpital. Des montants astronomiques. J'ai appelé ma mutuelle. J'ai appelé mon assurance auto. J'avais besoin de comprendre ce qui était couvert. C'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Léonie, m'a dit une dame très polie de ma mutuelle. Votre père, monsieur Gérard, gère le dossier. Il nous a déjà tout transmis. J'ai failli lâcher le téléphone. Mon père? Oui. Il est listé comme votre proxy financier sur votre dossier. Il s'occupe de tout. Proxy financier? J'ai répété les mots. Ils n'avaient aucun sens. Je n'ai jamais signé un tel document. Oh, dit la dame, soudain moins assurée. C'est pourtant ce qui est indiqué. Le document a été ajouté à votre dossier il y a 2 ans. Le 15 mars. 2 ans. Le 15 mars. La date m'a frappé. C'était la semaine où j'avais commencé mon premier travail. Mon premier, vrai, contrat. Je me souviens. J'étais submergée par les formulaires. La mutuelle, la prévoyance, l'URSSAF. Mon père m'avait proposé son aide. Laisse papa gérer ça, avait-il dit, avec ce sourire condescendant qu'il réservait à ses clients importants. Toi, tu ne comprends rien à la fiscalité. C'est compliqué. Je vais m'assurer que tu es bien couverte. Il s'était assis à mon bureau. Il avait rempli les formulaires en ligne avec moi. Signe là, là et là. Et moi, 23 ans, si désespéré d'obtenir son approbation, si fier qu'il s'intéresse enfin à ma vie, j'avais signé. Sans lire. J'étais une assistante juridique. Et je m'étais fait avoir comme une débutante. Qu'est-ce qu'il vous a dit? J'ai bégayé. Eh bien, dit la dame, consultant ses notes, il nous a appelés, très rapidement après votre accident. Le 18 avril. Le 18 avril. 3 jours après l'accident. J'étais encore en soins intensifs, bourré de morphine. Il nous a appelés pour discuter des options d'indemnisation, a-t-elle continué. Surtout pour l'indemnité en capital en cas d'invalidité, et pour le versement d'une somme forfaitaire. J'ai senti la nausée monter. Il ne s'informait pas. Il négociait. Merci, j'ai réussi à dire avant de raccrocher. J'ai immédiatement appelé mon assurance auto. Même histoire. Oui, votre père gère le dossier. Il nous a demandé d'accélérer le versement pour la voiture, qui est classée épave. Il a été très insistant. 3 jours. J'étais encore entre la vie et la mort, et mon père était au téléphone, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour négocier mon prix. C'est pour ça qu'il voulait les clés. Il ne voulait pas les papiers d'assurance. Il voulait mes papiers. Mes contrats, mes relevés bancaires. Il voulait savoir combien je valais. Combien valait une fille à moitié morte pour un homme d'affaires? J'ai composé son numéro. Cette fois, je ne pleurais pas. Cette fois, je tremblais de rage. Il a décroché à la 3e sonnerie. Sa voix était enjouée, dynamique. La voix de Gérard le magnate de l'immobilier. Léonie. J'allais justement t'appeler. Bonne nouvelle. J'ai serré le téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal. Bonne nouvelle, j'ai répété, ma voix dangereusement calme. Oui. J'ai passé quelques coups de fil. L'assurance auto va te faire une offre pour la Clio. J'ai réussi à négocier un peu plus que l'Argus. Tu vois, c'est bien d'avoir un père qui sait comment. Pourquoi es-tu mon proxy financier, papa? Le silence à l'autre bout du fil fut total. Si soudain, si complet, que j'ai cru qu'il avait raccroché. Quoi, dit-il enfin, sa voix avait perdu toute sa jovialité. Ma mutuelle. Mon assurance auto. Ils disent tous que tu es mon proxy financier. Pourquoi? J'ai entendu un soupir. Le soupir de quelqu'un qui est agacé d'avoir à expliquer l'évidence à un enfant. Léonie, c'est juste de la paperasse. C'est pratique. Tu es jeune, tu ne comprends pas ces choses-là.
Je m'assure juste que personne n'essaie de t'arnaquer. M'arnaquer? Comme toi? Ne sois pas insolente, cracha-t-il. Je suis ton père. Je m'occupe de toi. C'est pour ça que tu as appelé l'assurance 3 jours après mon accident? Pendant que j'étais en soins intensifs? Pour t'occuper de moi? Nouveau silence. Plus long cette fois. Écoute, dit-il, et sa voix est devenue conspiratrice. Le timing est ce qu'il est. Mais il se trouve que, ta mère et moi, on a une opportunité. Une énorme opportunité. Un deuxième bureau à Caluire. Un emplacement en or. Mais il faut bouger vite. Le capital? J'ai arrêté de respirer. Le capital? Oui. On est un peu à court de liquidité. Et avec les indemnités de ton accident, la voiture, l'invalidité temporaire, ce serait un apport parfait. Je ne savais pas quoi dire. L'audace. La monstruosité absolue de la chose. Tu veux utiliser l'argent de mon accident, pour acheter un bureau? Il a ri. Un petit rire sec, agacé. Mais non, Léonie, ne sois pas stupide. C'est un investissement. C'est l'entreprise familiale. Tout ce que nous faisons, c'est pour toi, pour ton avenir. Cet accident, aussi malheureux soit-il, est une opportunité qui tombe à pic. C'est du capital qui dort. Opportunité. Il avait utilisé le mot. L'impensable. Il a continué à parler. De levier financier, de timing parfait. J'ai raccroché. Je me suis penché sur le côté et j'ai vomi dans la poubelle que papy gardait près de mon lit. Papy Bastien est entré en trombe. Léonie? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a vu, en larmes, secoué de spasmes. Je lui ai tout raconté. Le proxy financier. L'appel. Caluire. L'opportunité. Je m'attendais à ce qu'il soit choqué. Il ne l'était pas. Il était furieux. Une fureur froide, terrifiante, que je n'avais jamais vue chez lui. Caluire, répéta-t-il, sa voix tremblante. Il veut caluire. Papy? Il s'est assis sur le lit. Il avait l'air d'avoir pris 100 ans. Léonie, dit-il, sa voix brisée. Je dois te confesser quelque chose. C'est de ma faute. De quoi tu parles? Gérard. Ton père. Il y a 30 ans. Quand il a voulu lancer son empire. Il n'avait pas un sou. C'est moi. C'est moi qui lui ai donné son premier chèque. L'argent de ta grand-mère. Je pensais que c'était de l'ambition. Je voulais l'aider. J'étais fière. Il a fermé les yeux. Mais ce n'était pas de l'ambition. C'était de la cupidité. J'ai vu cette chose grandir en lui. J'ai vu comment il traitait les gens. Comment il te traitait, comment il traitait ta mère, et je n'ai rien fait. Je n'ai rien dit. J'ai laissé faire. J'ai nourri ce monstre, Léonie. Il m'a regardé, les larmes coulant sur ses joues ridées. Ce n'est plus seulement ton combat. C'est ma rédemption. Et je te le jure, ma puce. Gérard ne va pas savoir ce qui lui arrive. Le lendemain, papy Bastien était un homme transformé. La tristesse avait disparu, remplacée par une détermination de fer. J'ai appelé un vieil ami, m'a-t-il annoncé en m'apportant mon café. Il s'appelle Maître Renaud. Il est à la retraite, mais il nous doit une faveur. Il était le meilleur avocat en droit de la famille de Lyon. Il sera là cet après-midi. Maître Renaud est arrivé à 14 heures. Un homme élégant, la soixantaine, avec des yeux d'un bleu acier qui semblait tout voir. Il portait un costume impeccable, même pour une visite à domicile à Villefranche. Il ne m'a pas traité comme une enfant ou une victime. Il m'a traité comme une cliente. Mademoiselle Léonie, dit-il après les présentations. Racontez-moi tout. N'omettez aucun détail. Pendant 1 heure, j'ai parlé. L'accident. Le SMS. Le proxy financier. L'appel pour Caluire. Maître Renaud prenait des notes, ne posant que de brèves questions. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Ce que vous décrivez, dit-il enfin,
dépasse la simple négligence parentale. Nous sommes dans le domaine de l'abus de confiance et potentiellement de la tentative d'escroquerie. Il s'est tourné vers moi. En tant qu'assistante juridique, vous savez que les procurations que vous avez signées sous de faux prétextes peuvent être contestées. Mais ce sera long et sale. Nous allons faire plus simple. Et plus rapide. Le plan était simple, mais brutal. Isolation financière, demain, dit Maître Renaud, nous allons ouvrir un nouveau compte bancaire à votre nom, dans une banque que vos parents n'utilisent pas. Nous allons y transférer votre salaire et tout ce que vous avez. Mes parents utilisaient la Société Générale, nous avons choisi LCL. Révocation, je vais rédiger une révocation de procuration. Un document légal qui annule tout pouvoir que Gérard ou Martine pourraient avoir sur vos finances. Protection, et nous allons rédiger une nouvelle procuration. Une vraie. Une que vous lirez. Désignant Papy Bastien ici présent comme votre seule personne de confiance en cas d'incapacité. Notification, ensuite, nous enverrons ces documents par huissier à vos parents, à votre banque, à votre mutuelle et à votre assurance. Légalement, ils ne pourront plus rien faire. Un plan. J'avais un plan. Je me sentais plus forte. Cette force retrouvée m'a donné une idée. Il y avait une personne qui pouvait confirmer la cruauté de ma mère, sa propre sœur, ma tante Sylvie. Je l'ai appelée, espérant trouver une alliée. J'espérais qu'elle serait horrifiée par le comportement de sa sœur. La conversation a été courte. Et glaciale. Léonie, m'a-t-elle dit, sa voix tendue. Ta mère m'a appelé hier. Elle est très inquiète pour toi. Inquiète? Oui. Elle m'a dit que, depuis l'accident, tu es devenue difficile. Exigeante. Que tu dis des choses horribles sur ton père. Elle m'a dit que tu étais ingrate envers Papy Bastien qui est obligé de s'occuper de toi. Elle pleurait, Léonie. Elle a le cœur brisé. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Ce n'était pas seulement Gérard. C'était elle. Martine. Ma mère. Elle n'était pas une victime passive. Elle était l'architecte de ma diffamation. Elle était en train de m'isoler, de me peindre comme une folle ingrate pour couvrir leurs arrières. Ils ne voulaient pas seulement mon argent. Ils voulaient ma réputation. Ils voulaient s'assurer que personne ne me croirait jamais. Merci de m'avoir prévenu, tante Sylvie, j'ai dit, ma voix soudainement froide comme l'acier. J'ai raccroché. J'ai regardé Maître Renaud. Changez le plan, j'ai dit. Pas d'huissier. Pas de lettre. Léonie, demanda Papy. Je veux qu'ils viennent ici. Je veux qu'ils me regardent dans les yeux quand je leur enlèverai tout. Maître Renaud a eu un léger sourire. Très bien, mademoiselle. La confrontation. C'est parfois nécessaire. 3 semaines. 3 semaines jour pour jour après l'accident. Je n'étais plus au lit. J'étais dans le salon de Papy Bastien, assise dans un fauteuil, ma jambe plâtrée reposant sur un tabouret. J'étais sur des béquilles, mais je me tenais droite. Maître Renaud était assis à côté de moi, une mallette en cuir posée sur ses genoux. Papy Bastien se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Nous les avions convoqués sous un prétexte. Discuter de l'organisation de la convalescence de Léonie. Ils sont arrivés à 15 heures précises. Gérard, dans son costume coûteux, vérifiant sa montre. Martine, dans un tailleur impeccable, un faux sourire inquiet sur le visage. Léonie, chérie, s'exclama-t-elle en venant m'embrasser. Je n'ai pas tourné la tête. Merci d'être venu, j'ai dit, ma voix claire, sans tremblement. Leur regard est tombé sur Maître Renaud. Le sourire de Martine s'est figé. Gérard a froncé les sourcils. Et qui est-ce ? Demanda Gérard, d'un ton brusque. Je suis Maître Renaud, dit l'avocat en se levant. Le conseil de mademoiselle Léonie. Son conseil ? Gérard a ri. Elle n'a pas besoin d'un avocat. Nous sommes sa famille. C'est justement pour cela que je suis là, j'ai dit. J'ai pris la parole. Je n'étais plus la petite fille qui avait peur. J'étais l'assistante juridique qui présentait un dossier. Je vous ai fait venir pour plusieurs raisons. La première est un SMS. Daté du 15 avril. Ça peut pas attendre ?
On est occupé. Martine a eu un hoquet. Gérard a levé les yeux au ciel. La deuxième, j'ai continué, concerne un compte de mutuelle. Et un proxy financier que je n'ai jamais autorisé en connaissance de cause. Le visage de Gérard s'est durci. La troisième, j'ai dit en regardant ma mère droit dans les yeux, concerne un appel téléphonique diffamatoire passé à tante Sylvie, la peignant comme une enfant gâtée et ingrate. Martine est devenue blanche comme un linge. Et la quatrième, j'ai dit, en faisant un signe de tête à Maître Renaud, concerne ces documents. Maître Renaud s'est avancé. Il a posé 2 dossiers sur la table basse. Ceci, dit-il d'une voix calme, est une révocation de procuration, annulant tout pouvoir que vous, Gérard et Martine, pourriez détenir sur les affaires de mademoiselle Léonie. C'est ridicule, s'exclama Gérard. Et ceci, continua Maître Renaud, est une nouvelle procuration, désignant Monsieur Bastien comme seul et unique représentant en cas d'incapacité. Et enfin, une mise en demeure formelle de cesser et de vous abstenir de tout contact avec ces institutions financières, sous peine de poursuite pour tentative d'escroquerie et abus de confiance. Gérard a explosé. C'est toi, a-t-il crié en pointant Papy du doigt. C'est toi qui lui monte la tête contre nous. Espèce de vieille aigrie. Papy Bastien s'est approché, lentement. Elle a failli mourir pendant que tu négociais des bureaux à Caluire, Gérard. Elle a failli mourir pendant que tu étais à Cannes. Tu n'as plus le droit de prononcer le mot « famille » dans cette maison. Comment oses-tu, hurla Gérard. C'est notre fille. Non, j'ai dit. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je ne suis pas votre fille. Pas comme ça. Je ne suis pas votre investissement. Je ne suis pas votre opportunité. J'ai appris la loyauté de Papy. Et j'ai appris le business de vous. Et aujourd'hui, j'ai choisi. Tu fais une erreur monumentale, Léonie, cracha mon père. Tu te détruis. N'espère pas revenir en pleurant. Je n'en ai pas l'intention, j'ai dit. Maître Renaud, ont-ils besoin de signer? Juste un accusé de réception de la mise en demeure, dit-il calmement. Gérard a attrapé le stylo et a griffonné sa signature. Martine, elle, pleurait en silence. Comment peux-tu nous faire ça, sanglota T.L. La vraie question, j'ai répondu, c'est comment avez-vous pu me faire ça? Ils sont partis. Gérard a claqué la porte. Martine l'a suivi, comme toujours. Le silence qui s'est installé dans le salon était la chose la plus libératrice, la plus terrifiante et la plus magnifique que j'ai jamais entendue. J'étais seule. J'étais blessée. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. La liberté a un goût particulier quand on l'obtient par la guerre. J'ai quitté la maison de Papy. Avec l'aide de Manon, ma voisine infirmière, j'ai trouvé un nouvel appartement. Un rez-de-chaussée, cette fois. Ironiquement, à Caluire. Pas très loin du bureau que mon père convoitait. J'ai repris le travail. D'abord à mi-temps. Mon patron, Maître Dubois, m'a convoqué. Je m'attendais à des reproches pour mon absence. Au lieu de cela, il m'a regardé avec un nouveau respect. Léonie, m'a-t-il dit, j'ai reçu les notifications de votre avocat. C'était impressionnant. Vous avez géré une crise personnelle avec une précision juridique. Il a fait une pause. Le département de préjudice corporel a besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui comprend les victimes. Mais quelqu'un qui a aussi votre, disons, détermination. Le poste est à vous si vous le voulez. J'ai été promu. Mon salaire a doublé. J'avais maintenant mon propre bureau. J'ai appris que l'entreprise de mes parents n'allait pas bien. Sans l'injection de capital de mon accident, leur projet à Caluire était tombé à l'eau, les laissant avec des dettes. 6 mois après la confrontation, j'ai reçu une lettre. Pas de ma mère. De ma tante Sylvie. Chère Léonie, écrivait-elle. Je t'écris pour m'excuser. Après notre appel, quelque chose me tracassait. J'ai contacté l'hôpital. J'ai menti, j'ai dit que j'étais ta mère. J'ai obtenu tes dossiers. J'ai lu le rapport du docteur Durand. J'ai vu l'heure de ton admission et l'heure de la signature de Papy Bastien. Elle continuait.
J'ai confronté Martine. Je lui ai montré les dossiers. Je lui ai lu le SMS que tu m'as dit qu'elle t'avait envoyé. Elle s'est effondrée. Elle a tout avoué. Léonie, ta mère a commencé une thérapie. Elle est seule. Gérard l'a quittée quand il a compris qu'elle ne le soutiendrait plus aveuglément. Il vit avec une agente immobilière plus jeune. L'entreprise est en faillite. Elle terminait par « Ta mère n'ose pas t'appeler. » Mais elle est en train de changer. Peut-être que tu devrais l'appeler, un jour. J'ai rencontré Martine une semaine plus tard. Dans un café neutre. Elle avait l'air petite. Les tailleurs coûteux avaient disparu. Elle avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Il ne changera jamais, m'a-t-elle dit, en remuant son café. J'ai passé 30 ans à être l'ombre de son ambition. Je ne veux plus être cette personne. Ce n'était pas une excuse. C'était un constat. Notre relation aujourd'hui? Elle est en construction. Fragile. Mais honnête. Pour la première fois. Gérard? Je ne l'ai jamais revu. Il a perdu son bureau. Il a perdu sa femme. Il a perdu son père. Et il m'a perdu. Papy Bastien et moi, nous dînons ensemble tous les dimanches. Je l'aide maintenant à gérer ses finances. Il m'a appris la loyauté. Je lui apprends à utiliser Excel. L'accident du tunnel de Fourvière a failli me tuer. Mais d'une certaine manière, il m'a sauvé la vie. Il a tué la petite fille pathétique qui attendait la permission de ses parents pour exister. Il a fallu une hémorragie interne pour que je comprenne que la seule validation qui compte est la mienne. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était un voyage difficile, mais nécessaire. La famille, ce n'est pas toujours le sang. Parfois, c'est l'infirmière qui vous tient la main. C'est l'avocat qui vous défend. C'est le grand-père qui conduit 35 km sous la tempête. Si mon histoire vous a touché, si elle vous rappelle quelque chose ou quelqu'un, partagez-la. Laissez un « j'aime » si vous croyez qu'on peut se reconstruire, même après la pire des trahisons. Et j'aimerais vous poser une dernière question dans les commentaires, avez-vous déjà dû licencier un membre de votre propre famille pour sauver votre peau? Racontez-moi votre histoire. Parce que, croyez-moi, ça aide de savoir qu'on n'est pas seul. Prenez soin de vous.